fois d'être là, tous les trois. Emmanuel Cos va nous rejoindre tout à l'heure, sans doute. Je ne sais pas, vous avez une réaction ou pas à ce que vient de dire la ministre, les uns les autres? Michel Polac. La ministre, il y a à peu près un mois, a indiqué dans les grandes rencontres hébergement et logement d'abord qu'il y aurait une grande concertation pour définir le plan quinquennal qui doit venir, s'ils sont réélus d'ailleurs. Et puis, voilà, là, il y a eu un changement brutal sur le louer abordable. Je parle du louer abordable. Je ne sais pas si vous avez parlé de cette question. Et là, on a les zones ABC, le zonage qui est changé. On a un loyer de marché maintenant. On a des décotes pour l'intermédiaire, le social, le très social. Et on a un taux de réduction d'impôt qui est fonction. Par exemple, je baisse mon loyer de 30%, j'ai un taux de réduction d'impôt de 30%. Mais c'est vrai que ça joue surtout en faveur des grandes villes, des agglos, des tissus très tendus, et peu du reste de la France. Donc là, il y a une question. Donc on vient je pense, de corriger un peu le tir. Il y a un CA de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat demain. Et là, la prime intermédiation locative, je suis désolé, c'est un peu barbare des fois, mais la prime intermédiation locative, c'est une prime qui est donnée aux propriétaires bailleurs, va être majorée va être réétendue à l'ensemble du territoire, va être doublée en mandat de gestion et doublée pour les petits logements. Je peux arriver à 3 000 € pour un petit logement de partout en France, ce qui est pas mal. Mais au passage, c'est dommage que Emmanuel Cos soit pas là, parce que c'est l'abattement Cos qui a disparu pour Exactement. le coup. Et ce dispositif loué abordable, il est prolongé, c'est ça, jusqu'à fin 2022, non? Ah ben là, c'est-à-dire que là, normalement, l'abattement COS, oui. Le système ABC qui existait, disparaît normalement au 31 décembre. Alors je pense qu'il va être prorogé au moins 3 mois parce que sinon il y aura des problèmes pour les propriétaires bailleurs qui sont engagés dans des opérations. Mais donc ça démarre. Moi j'ai cru voir qu'il était prolongé et le prochain quinquennat. Et alors on me dit qu'avec le nouveau gouvernement, il y aura de nouveau des changements. Mais ça, je ne sais pas. Et comment on mobilise les propriétaires d'ailleurs, enfin les propriétaires les propriétaires bailleurs, pour le moment, si vous voulez, pour les flécher... D'abord, il faut rappeler que le parc de logements vacants privés, c'est 3 millions de logements qui sont disponibles. Vous avez une vacance dite structurelle, c'est 1 million et quelques logements. Donc c'est de la vacance qui... plus de 2 ans, donc c'est-à-dire que le logement, il faut peut-être faire un petit peu de travaux, et vous avez 2 millions de logements qui sont disponibles très rapidement, c'est de la vacance frictionnelle. Donc là, après, il faut tout simplement faire un peu de pub, qu'on soit connu, et puis leur expliquer les avantages qu'il y a à flécher le logement sur du social, avec justement, vous avez parlé d'accompagnement, là aussi, il y a de l'accompagnement. Il va y avoir les aides VISAD, c'est la garantie à payer loyer et dégradation. Et puis il va y avoir, évidemment, il y avait l'abattement COS, il y aura maintenant la réduction d'impôt et la pile qui est majorée. Et puis bien sûr, tout le service des équipes, de nos équipes sociales, avec le suivi du locataire, avec l'information vers le propriétaire bailleur, etc. Et puis vérifier aussi si le logement est bien décent. La ministre a parlé d'énergie. C'est fondamental, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bientôt, toutes les passoires énergétiques... On y reviendra tout à l'heure sur l'énergie. Céline, vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais compléter sur les passoires, donc si vous voulez pas... on en parle de l'énergie tout à l'heure, on va parler de la rénovation énergétique. Juste, je voulais demander à Emmanuel Cos, justement, où on était sur la production de logement social en France. Vous avez les chiffres ou pas? La production de logement social, on est à combien? À part qu'elle est en retrait, moi, j'ai pas de... Normalement, l'objectif, c'est 150 000 l'année prochaine, c'est ça? Là, on est à 90 000, je crois, cette année. On n'est pas... Oui, on n'est pas l'objecuf cette année. Aujourd'hui, les freins, où sont-ils, les freins? Est-ce que c'est la loi SRU, par exemple? Est-ce qu'elle... vous en êtes tous sur ce sujet-là, Stéphanie de Bordilat? Alors, vous m'entendez? Oui, ça va. La loi SRU, évidemment, fait partie des dispositifs qui nous aident à développer des logements sociaux. Mais qui n'est pas respecté. Mais ce n'est pas forcément respecté, ce n'est pas forcément suffisant, évidemment. Pour moi, un des premiers freins, c'est effectivement la mobilisation des élus locaux. J'ai entendu Madame la Ministre dire qu'elle réfléchissait à mieux informer les maires et les collectivités sur les dispositifs, et notamment sur le logement accompagné. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental aujourd'hui. On a besoin de l'appui des services de l'État,
de la ministre pour aller expliquer au plus près du terrain, dans les collectivités, les besoins et à quoi va servir une résidence sociale et à quoi va servir le logement social. C'est vraiment indispensable aujourd'hui. Vous nous raconterez tout à l'heure les démarches que vous faites d'ailleurs auprès des élus. Juste, je reviens sur la loi SRU, Céline Beaujolin. Est-ce qu'elle est suffisamment encadrée et est-ce qu'elle précise suffisamment les types de logements qui sont nécessaires ? Non, dans nos rêves les plus fous, on aimerait bien qu'elle soit maintenue, elle soit éventuellement confortée et même qu'elle soit détaillée. C'est-à-dire qu'on est souvent, nous, en concurrence quand on veut faire du très social. Avec des petites opérations ? Oui, c'est ça. On est en concurrence avec du logement social. Donc ce qui nous aiderait, par exemple, c'est que, mais peut-être la loi de programmation qui est en réflexion va nous y aider, c'est que dans cette loi SRU, il y ait un sous-détail qui explicite des objectifs en matière de pension de famille, en matière de logement très social, etc. Voilà, ça aiderait. Il y a la carotte et il y a le bâton d'une certaine manière. Il faut une réflexion d'aménagement sur le territoire. Alors, oui, non, là, plus précisément, d'aller finement dans les objectifs donnés par territoire en matière de logement social et à l'intérieur d'intégrer une sous-catégorie éventuellement très sociale, pension de famille, etc. Ça évite des situations de concurrence entre nous, en fait, d'une certaine manière. Et ça précise peut-être, et c'est là qu'il faut faire le lien avec la loi de programmation, les enjeux par rapport aux besoins. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, il n'y a pas forcément ce lien qui est fait. Oui, Stéphanie, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, non, je voulais compléter sur le sujet de la loi SRU. En plus, il y a quand même toujours le sujet de ce qu'on compte ou pas dans la loi SRU. Et bien évidemment, je pense au dispositif d'hébergement. Aujourd'hui, on rencontre, nous, évidemment, des blocages face à certaines collectivités sur le déploiement d'un dispositif d'hébergement parce qu'il n'est pas comptabilisé dans la loi SRU. Il y a une nécessité de changer de braquet, Michel Pellinck, sur les logements moi, je vais revenir juste très sociaux. Sur une petite chose, là, sur le plan logement d'abord, je trouve qu'il y a un truc qui était quand même vraiment intéressant. C'est l'acculturation des collectivités locales, l'acculturation des collectivités locales avec les amis mise en œuvre logement accéléré, et puis aussi le chez soi d'abord. C'est très intéressant parce que ça a permis, si vous voulez, de sensibiliser tout le monde aux questions très sociales, de jouer sur l'ensemble de la boîte à outils. Parce que le logement d'abord, c'est les résidences sociales, c'est les pensions de famille, c'est l'IML, c'est les PLAI, c'est tous ces outils-là. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et ça a permis justement d'avoir des objectifs, d'avoir des résultats au niveau des collectivités locales. Alors sans doute faut-il, justement, vous dites changer de braquet, et bien faire tout simplement plus d'amis logement d'abord, parce que pour moi, c'est vraiment la marque d'une nouvelle politique. Alors après, c'est les ambitions de cette politique. Et les ambitions de cette politique, si je regarde aujourd'hui sur l'IML, on se glorifie, enfin là j'ai les taux de réussite, si vous voulez, je crois qu'on est à 50 et quelques % pour les PLAI, on est à 50% pour les pensions de famille, on est par contre avec les attributions HLM à 95%, 92%, et l'IML à 90%, quelques 94% même. Mais il faut regarder les objectifs, c'est-à-dire quand je me donne comme objectif 40 000 places en IML, si je divise par 2,3, un logement est occupé par 2,3 personnes, ça me fait 15 000 logements, je crois, quelque chose comme ça, 14 500. 14 500 au niveau national, par an, si vous voulez, ça m'en fait 3 000, 3 500, puisque c'est divisé par 5 après, c'est un plan quinquennal. Donc 3 500 au niveau des besoins, du mal logement, des gens en difficulté, de la crise sanitaire, de la crise sociale, c'est peanuts. C'est peanuts. Donc je suis bien, mais je n'ai pas fait beaucoup, quoi. Stéphanie, je voudrais qu'on parle de ce processus que vous avez engagé chez Adoma de transformation des foyers de travailleurs migrants en résidence sociale depuis 2012. 2012, effectivement. À quelle échéance ? 2028. 2028. Ça représente quoi comme coût, juste en gros ? Alors, le coût c'est aujourd'hui 4,2 milliards. Donc la version actualisée à fin 2020, qui effectivement prévoit la transformation de la totalité de notre parc, donc les anciens FTM, qu'on transforme en résidence sociale ou en pension de famille progressivement. À ça, on a adossé quand même un peu de développement, puisqu'on vise d'arriver à 85 000 logements à horizon 2028. Et récemment, là, en cours d'année, on a aussi rajouté un plan d'investissement sur la partie hébergement de notre activité pour aussi améliorer les conditions d'accueil des hébergés. La ministre parlait du recours au foncier temporaire. J'imagine que c'est une question qui vous intéresse, parce que c'est peut-être un des blocages aussi pour vous dans la transformation de vos foyers en résidence sociale, c'est-à-dire où mettons finalement les occupants de ces foyers ?
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, pour enclencher une logique de plan de traitement, on a besoin de vider un site puisqu'on est forcément sur des travaux très lourds, soit démolition, reconstruction, soit restructuration très lourde, donc qui nécessite de vider. Au maximum, on va réussir à traiter nos foyers sur site puisqu'on a des fonciers qui peuvent être parfois assez généreux. Donc avec un phasage un peu compliqué et très onéreux, on arrive à traiter sur site. On construit d'abord, on va déménager une partie des résidents, on démolit, on reconstruit, etc. Phasage hyper compliqué, opération très longue, et dans une période actuelle où on a des hausses de coûts et beaucoup d'incertitudes au niveau des entreprises de BTP, c'est d'autant plus impactant. Et effectivement, l'autre option, et c'est effectivement celle que nous, on essaie de développer au maximum, c'est la mise à disposition de fonciers ou de bâtiments de manière temporaire. Ça marche ou pas? Parce que la ministre en parle, ça existe? Ça existe à Paris, puisqu'on a créé, il y a plusieurs années maintenant, en 2012, une résidence sociale qui a permis d'assurer le plan de traitement au niveau des foyers à Paris. Donc c'est un dispositif qu'on partage avec Coalia. Et ça a vraiment, enfin, le constat aujourd'hui, il est évident que la ville de Paris, malgré toutes les contraintes qu'on peut imaginer pour traiter un foyer à Paris, aujourd'hui, le plan de traitement est très abouti et les derniers foyers qui ne sont pas encore traités à Paris sont de toute façon fléchés et vont être traités dans les années qui viennent. Adoma met en chantier un très gros foyer là dans les jours qui viennent encore dans le 14e. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quasiment maintenant terminé. Sujet équivalent à Marseille où on a pu acheter là pour le coup un bâtiment. Ça va nous permettre aussi de vider les foyers, de les traiter, de faire bouger les populations. C'est indispensable. Évidemment, contre-exemple, aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, nous n'arrivons pas à mobiliser. Donc j'espère que là, effectivement, on y travaille, que nous allons réussir à mettre en place aussi un site de desserrement. Aujourd'hui, il est indispensable. Nous n'arrivons pas à traiter de manière suffisamment rapide, en tout cas avec notre échéance à 2028. Pour l'instant, nous la respectons sur le papier, mais la réalité, c'est que d'une année sur l'autre, on se rend compte que sans site de desserrement sur des gros foyers dans le 93, je parle de capacité parfois de 400 logements, donc 400 personnes à reloger, et évidemment, ça nécessite des sites de desserrement. Donc, vous mobilisez du parc de logement social vacant parfois dans des zones un peu moins tendues quand c'est possible. Exactement. Ça peut arriver quand c'est possible. C'est pas toujours possible parce que c'est une bonne nouvelle en fait. Le parc social est plutôt bien occupé, donc heureusement qu'il est occupé. Néanmoins, effectivement, sur certains territoires, nous arrivons à mobiliser des logements vacants, ce qui nous permet d'accélérer aussi, c'est-à-dire de vider, de traiter, de pouvoir réinstaller les résidents ensuite. Parce qu'en fait, il y a un sous-problème, c'est que votre besoin en surface, j'imagine, quand on passe de foyer à résidence sociale, il est bien supérieur. C'est quoi? C'est de l'ordre de combien? Alors, évidemment, on transforme des foyers avec des chambres qui sont en moyenne d'une surface de 7,50 m, en studio en moyenne 20 mètres carrés. Le ratio qu'on a fait, parce que c'est pas tout à fait si simple, parce qu'un foyer de travailleurs migrants, il comporte quand même plus de surface collective qu'une résidence sociale, mais le ratio, c'est en gros sur une restructuration, on perd un tiers de la capacité quand on transforme un FTM en résidence sociale. Donc, toute cette capacité-là, il faut évidemment la retrouver ailleurs. Donc en fait, le cœur, c'est effectivement les élus. Enfin, je veux dire, il y a la vraie question aussi que les élus vous mettent à disposition des terrains qui vous appuient sur ce sujet-là. C'est pas forcément le cas partout. Malheureusement non. Évidemment, alors on a beaucoup d'exemples d'élus qui nous aident et c'est très bien puisque ça nous permet vraiment d'enclencher le traitement. La logique aujourd'hui, et c'est normal, c'est qu'effectivement on ne reconstitue pas 400 logements sur le même site, on essaie de faire 2 ou 3 résidences sociales. C'est plus accepté dans ces cas-là. C'est mieux accepté. Ça dépend du nombre de logements, quoi. Oui, et puis même pour Adoma, je veux dire, on est très contents nous de gérer des résidences de plus petite taille. C'est plus simple à gérer. Et puis, enfin, à tout point de vue, de toute façon, c'est une meilleure chose. Mais c'est vrai que ça nécessite forcément qu'on nous mette à disposition, enfin, qu'on nous identifie des terrains ou des bâtiments à acquérir. Évidemment, on parlait de la cherté du foncier. Adoma, mais comme n'importe quel autre opérateur en logement social, ne va pas pouvoir être concurrentiel face à un promoteur, face à un investisseur pour faire du logement privé ou faire des bureaux ou d'autres choses ou d'hôtellerie. Évidemment, on ne sera pas concurrentiel si les élus ne nous accompagnent pas dans cette démarche. Évidemment, nous, on n'y arrivera pas. Cela dit, certains nous accompagnent et ça se passe très bien. C'est votre premier frein aujourd'hui, c'est une Beaujolais ou pas? Dans le développement. Par exemple, les pensions de famille, vous avez besoin de l'agrément, vous avez besoin du terrain, vous avez besoin des élus. Ça fait un aliment de planète compliqué à trouver. Oui, alors il y a la question du foncier. Je pense que
On en a déjà un peu parlé. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'entendre la ministre dire qu'elle aimerait mobiliser le gouvernement, enfin toutes les instances de l'État pour nous trouver du foncier, parce que c'est quand même ça qui est compliqué aujourd'hui. Puis on sent bien ces derniers mois que pour un élu, c'est compliqué d'arriver à aligner aussi toutes ses propres contraintes, et notamment les contraintes environnementales qui viennent se rajouter à ça, donc de recycler du foncier, je pense que c'est une très très bonne idée. Donc il y a le foncier. Après, et Michel en a parlé, c'est la question de l'acceptabilité par les élus. Je pense que ça, c'est quand même notre deuxième élément. Quand vous avez un foncier, il faut arriver à convaincre l'élu que votre pension de famille ou votre résidence très sociale a toute sa place. Là-dessus, moi, ce que j'observe, c'est que c'est souvent, et ça rejoint ce que vous venez de dire, c'est que c'est souvent plus facile d'aller vers des produits mixtes qui gèrent de la... C'est-à-dire que c'est plus facile de proposer une maison intergénérationnelle où vous allez résoudre 3 problèmes en un, ceux des seniors éventuellement en perte d'autonomie, ceux des juniors qui ont encore besoin d'être un peu accompagnés, et des familles monoparentales qui, elles aussi, ont des enjeux propres. Ça, c'est plus facile que de venir en disant je vous propose de faire une résidence de 25 PLI, quoi. Parce que ça répond à plusieurs enjeux, parce que c'est sans doute un peu plus varié et c'est plus facile à faire accepter. Voilà. Nous, ce qu'on note, c'est que notre produit maison intergénérationnelle, parce qu'on en a une 50aine en France, c'est quelque chose qui accroche plus facilement les élus. C'est-à-dire qu'en gros, pardon Céline, vous proposez, parfois vous avez en tête une idée de pension de famille, et si ça passe pas, vous dites, bon tiens, on transforme, on fait du mix. Voilà, c'est ça. On arrive souvent, quand on a compris qu'on pouvait aller sur un produit collectif, on tente la pension de famille, et notre produit de retour, c'est la maison intergénérationnelle. Mais je voudrais revenir sur un point, c'est que c'est la preuve par l'exemple. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. Alors, d'où la com, d'où l'effet de faire de la pédagogie beaucoup. Et nous, on a la chance d'avoir 56 associations sur le terrain, et c'est bien là que ça passe aussi. C'est-à-dire que c'est notre force de faire remonter... par des contacts locaux, les propositions qu'on a à faire aux élus. Et l'autre jour, moi, j'étais à une livraison, une inauguration, pardon, et j'ai eu 3 maires qui sont venus me voir. Bon. Je pense qu'il y a un effet exemplarité qui est énorme. C'est-à-dire que si l'intergénérationnel marche bien, vous avez possibilité de caser, pardon du terme, une pension de famille. Absolument. Et on est venu me proposer un terrain dans la même ville. Et quand j'ai dit est-ce que ça irait avec une pension de famille, on m'a dit ouais, on est prêt. Voilà. Donc il y a vraiment un effet là d'entraînement. Ce qui veut dire que nous, opérateurs, on est obligés de passer beaucoup de temps à expliciter, à montrer. Il y a eu la semaine des pensions de famille qui, je pense, était une très bonne chose. On a ouvert nos pensions de famille. On a fait venir du monde dans nos pensions de famille. Voilà, et la démonstration d'une maison intergénérationnelle, vous voyez la grand-mère qui garde les enfants, de la monoparentale qui peut aller essayer de trouver un job. Enfin, voilà, c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à démontrer. On parle d'acceptabilité des élus, mais derrière, évidemment, c'est l'acceptabilité des habitants. Forcément. Stéphanie, comment vous les associez ? Alors, les riverains sont évidemment partie prenante. Chaque projet, que ce soit le développement d'une nouvelle opération ou un projet issu du plan de traitement d'un foyer, de toute façon, les riverains sont associés, c'est indispensable. On leur présente le projet. Bien évidemment, il y a tout le process officiel du permis de construire, qui est de fait une association aussi des riverains, puisque le permis va être affiché, ils peuvent le consulter. Et en début de chantier, en général, ou ça vers le début du chantier, on va refaire une réunion pour essayer de bien informer les riverains, de bien les prévenir et de veiller à ce qu'ils aient un contact sur le chantier, parce que c'est souvent la phase chantier aussi qui peut poser des difficultés. Veiller à ce que l'entreprise mette en place un guichet, un numéro, enfin n'importe quoi pour pouvoir renseigner au mieux les riverains. Après, le constat qu'on fait, c'est plus, alors là pour le coup dans les réunions en amont quand on va présenter le projet, c'est que évidemment les riverains peuvent être inquiets. Si on a le soutien encore une fois des politiques, si le maire est à côté de nous et explique le projet et nous soutient, on arrive quand même à faire passer les projets. Vous constatez une baisse des recours ou pas ? Globalement, alors il se trouve que nous avons très peu de recours. Donc ça, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on a effectivement certains recours à l'amiable sur nos permis, mais effectivement, ils s'arrêtent tout de suite. On n'a quasiment pas de recours. Michel ? Oui, moi je pensais à 2 choses. Là, j'étais à Dunkerque il n'y a pas longtemps. Donc ils mettent en œuvre cette fameuse mise en œuvre accélérée du logement d'abord. Et ce qui m'a surpris, c'est que son foyer d'urgence, il est en train de le rebâtir et il va le bâtir en plein centre. C'est-à-dire qu'au lieu de cacher le social
de le mettre un peu en périphérie, un petit peu loin. Non, il le met au milieu. Et ça, j'ai trouvé assez intéressant, c'est-à-dire c'est inverser un petit peu les choses et faire du beau, parce que ça va être un très beau bâtiment. Donc il peut y avoir des renversements, et également par rapport aux opérations qui peuvent de temps en temps être rejetées parce qu'elles sont massives. Je trouve que la maîtrise d'ouvrage insertion, en permettant de faire des petites opérations de 3-4 logements en tissu urbain, c'est-à-dire où les gens peuvent se socialiser, c'est quand même très intéressant. Et je pense que ça passe plus facilement que des grosses opérations. Après, pour les pensions de famille, je suis d'accord, c'est un petit peu compliqué. On a un cycle de production qui est plus long. Et puis des élus, il y a un problème d'acceptabilité qui existe. Oui, Céline. Ouais, je veux bien renchérir sur ce qui vient de dire. Nous, on travaille en ce moment sur une pension de famille qui va ouvrir Place des Vosges. On en a une, avenue de Saxe, c'est sympa à dire. Ici à Paris. Place des Vosges à Paris, ouais, c'est sympa. Ça n'aurait pas été possible, évidemment, sans... oui, je comprends. Elle ouvre dans 2 ans, voilà. Wow. C'est pas mal. Sans un appel à projet de la mairie. Enfin, là, il y a une vraie volonté politique d'y aller, sinon ça n'aurait pas été possible. Mais nous-mêmes, comme des grands, on avait quand même ouvert une résidence intergénérationnelle aussi, avenue de Saxe, donc on n'est pas très loin. On en a une, place Bellecour à Lyon. On en a, voilà. C'est possible, en fait. Il n'y a pas d'impossibilité à y aller. On va parler sur les aspects financiers, parce qu'évidemment, ça ne coûte pas tout à fait la même chose. Mais voilà, c'est quelque chose qui est parfaitement gérable du moment qu'il y a une volonté politique d'y aller. Et puis, pour revenir sur les petits collectifs, je pense que ça, c'est très important. Nous, on produit plus de 70% en acquisition-amélioration à l'unité, possiblement. C'est-à-dire qu'on achète un logement et on y met une famille et on l'accompagne. Bon, c'est de la dentelle, en termes d'équipe maîtrise d'ouvrage. C'est pas tout à fait le même travail, on est d'accord. Mais je pense que ça fait partie aussi du rôle du logement accompagné de s'inscrire là-dessus. L'architecture, l'intégration dans l'environnement, c'est non négligeable, Stéphanie? C'est-à-dire que c'est une préoccupation plus en plus? Oui, alors c'est effectivement une préoccupation. Déjà, on en a beaucoup parlé en termes d'acceptabilité, que ce soit acceptabilité des élus, acceptabilité des riverains, mais aussi la vie future de notre résidence, qui fait que les résidents s'approprient cette résidence. C'est indispensable parce qu'effectivement, c'est parce qu'on arrive aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, pouvoir montrer ce qu'on fait, c'est parce qu'on peut prouver aujourd'hui et montrer qu'on a des produits de bonne qualité et qui se maintiennent bien dans le temps qu'on arrive à engager des nouvelles opérations. On intervient sur la ville et on doit aussi effectivement présenter des produits de qualité et on a besoin de ça pour convaincre. Tiens, par exemple, on pourrait leur montrer le film qu'on va voir maintenant, puisque c'est un bon exemple effectivement des architectures des bâtiments désormais. Regardons ça.
Voilà pour les illustrations. Merci Emmanuel de nous avoir rejoints. C'est notre faute, on a commencé plus tôt en fait, c'est pour ça. Juste une question, enfin ça va presque de soi Stéphanie, mais l'application aussi des règles dans les bâtiments, c'est aussi une bonne garantie derrière d'acceptabilité. Oui, oui, parce que c'est ce qui va garantir que les logements vont bien vivre, en fait, que les résidences vont bien vivre, et c'est effectivement indispensable. Il n'y a rien de pire qu'une résidence qui va au bout de 5 ans présenter une façade complètement délabrée. On a vraiment besoin de ça, effectivement. Plus au niveau d'Adoma, où on a un petit déficit d'image dû à l'historique de nos vieux foyers de travailleurs migrants, c'est sûr que c'est indispensable qu'on puisse présenter aujourd'hui des choses qui vivent bien. Est-ce qu'on parlait d'intégration dans l'environnement et dans les quartiers? Est-ce que ce sont aussi des arguments que vous développez auprès des élus pour leur dire on va dynamiser votre quartier en apportant aussi des services derrière? Quand je parle de services, ça peut être une salle pour des assos, des places de parking. Enfin, c'est pas forcément une réponse qu'on va apporter d'office en disant on peut vous proposer des choses, mais on va plutôt écouter. En fait, on va se comporter de l'autre manière, c'est qu'on va écouter les besoins du territoire. On va voir si un maire nous dit qu'il a besoin, par exemple, de places de stationnement ou une salle pour les associations, ou une association qui offrait, par exemple, de la réparation de vélos. Tout ça, c'est possible. On peut le mettre en place sur la résidence. C'est effectivement très intéressant à double titre. C'est que ça permet de dédramatiser la résidence sociale, de faire venir les riverains, les voisins dans la résidence. Et puis, c'est aussi un service qu'on apporte à nos résidents, donc c'est forcément un plus. Oui, Céline. Oui, nous, c'est une dimension qu'on travaille beaucoup en ce moment avec les tiers-lieux, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a là quelque chose à tirer, notamment encore en matière d'acceptabilité par tous, et puis surtout d'ouverture sur l'extérieur. Ça permet à nos résidents accompagnés là d'avoir un contact avec d'autres natures de population. Voilà. Donc il y a plusieurs formes. Même quand on est sur des résidences habitat inclusif, etc., ça participe de la prévention de la perte d'autonomie, etc. Enfin, voilà. Les tiers-lieux, je pense que c'est un élément qui peut permettre de faire un trait d'union plus facile. Sur les petits projets, peut-être plutôt sur les 8-10 logements ou pas forcément? Oui, en dessous, c'est un peu compliqué, on est d'accord. Mais ce sur quoi on travaille, nous, c'est notamment à Lyon, on a ce qu'on appelle des escales solidaires qui maillent le territoire. Et ça participe aussi de l'accompagnement dans le diffus. Le diffus, c'est un logement par-ci, par-là. On propose aux locataires du diffus de venir dans ces escales solidaires à participer à des activités avec d'autres natures. Voilà. C'est un complémentaire en matière d'accompagnement. Il y a de l'accompagnement individuel et il y a de l'accompagnement collectif qui peut se faire dans ces escales. On parle, Emmanuel Cos, depuis quelques minutes, de l'acceptabilité des élus, puisque Emmanuel Vargon en a parlé un peu aussi tout à l'heure, en disant qu'elle allait aussi appuyer auprès des élus pour augmenter. Est-ce que c'est un vrai frein aujourd'hui encore? Non, pas du tout. Énorme. À quel point? Mais est-ce que c'est finalement, est-ce qu'ils sont contraints finalement un peu ces élus, ce que disait Céline tout à l'heure? Il y a des lois qui aujourd'hui les obligent à ne pas artificialiser de trop. C'est quoi les arguments qu'il faut employer aujourd'hui pour les convaincre? Alors, je pense sincèrement, et pour une fois, je ne vais pas faire trop de politique, parce que comme j'étais il y a 5 ans ministre, vous pourriez dire c'est facile, elle dit ça parce qu'elle a changé de position, mais je pense que la situation globalement sur le logement social, le logement accompagné, tous les enjeux liés aux populations qui n'arrivent pas à se loger toutes seules sont plus difficiles qu'il y a 5 ans. Alors même que sur l'hébergement, on a quand même plus de place. Mais du point de vue de la relation à l'élu local, moi, je vois plutôt une détérioration. Ils ne vont pas nous le dire comme ça. Enfin, pas tout à fait. Il y a des élus, moi, qui m'ont déjà dit qu'ils ne voulaient plus nos populations. Bon, parce que par ailleurs, je suis présidente de l'Union sociale, mais que je le précise bien, je suis aussi présidente de Coalia Habitat, qui a les foyers de travailleurs migrants qui sont à peu près les mêmes que ceux d'Adoma. Il y a maintenant des maires qui nous disent très clairement, certes, vous êtes dans la ville, je ne veux plus vous voir, je ne veux plus vos résidents. Ah oui, parce que là, on décrivait une situation un peu presque idyllique, d'acceptation, etc., Stéphanie, mais c'est aussi ce que vous entendez. Bien sûr. Enfin, on ne va pas se mentir, évidemment. Non, mais bien sûr. Donc, mais vous le dites comme ça. Enfin, moi, il y en a qui, non, il y en a qui le disent pas, et puis on le voit bien. On a des élus qui, en même temps, sont convaincus sur du PLAI, sont convaincus pour faire des pensions de famille, sont convaincus par le travail porté par les associations gestionnaires qui vont expliquer pourquoi ça va être utile au territoire d'avoir un habitat adapté. Mais il y a plein d'endroits où on se fait refuser. Mais qu'est-ce qu'il est temps depuis 5 ans alors? Mais ils ne veulent pas loger ce qu'ils appellent les pauvres, ou ce qu'ils considèrent comme étant des pauvres. Mais quand je vois l'opposition au logement social en global, ça veut dire qu'ils considèrent ces élus comme pauvres, y compris des gens qui travaillent à temps complet et qui gagnent un SMIC et demi. Donc là, aujourd'hui, en fait,
Et je vais même dire les choses, c'est parfois plus facile avec des élus très anti-logement social de leur faire accepter une pension de famille pour des gens qui sont donc soutenus avec un travail d'insertion et d'accompagnement que de leur faire accepter un programme de logement social classique. Oui. Ah oui. Donc, et alors, je ne veux pas faire de généralité, parce qu'à côté de ça, il y a des partenariats super avec d'autres élus, il y a des métropoles qui nous proposent d'avoir une vision plus poussée. Mais si je regarde juste les agréments, il se trouve que ce matin, nous étions avec la ministre du Logement pour faire le point sur la production 2021. Bon, bah voilà. Alors justement, parce que j'ai posé la question au début, mais on en est où alors sur 2021 ? Globalement, alors, moi je vous dirais qu'on sera en dessous de 100 000 et la ministre va vous dire qu'on sera au-dessus de 100 000, mais on sera autour de 100 000. Ouais. J'ai pas le détail, je vous dis tout de suite, j'ai pas encore le détail sur les PLAI adaptés, y compris résidence sociale, mais la preuve, on a eu on a quand même eu l'État qui nous a dit faites des résidences sociales, on va vous aider, ceci, cela. Est-ce que franchement ça nous a facilité plus la vie pour en faire ? Pas vraiment. Donc on est 150 000 en 2022, jouable ou pas ? Des logements ? Non. Moi, je pense sincèrement que l'objectif de 150 000 logements sociaux par an avec une proportion de PLAI plus forte, c'est l'objectif qu'on doit se donner. Et moi, j'assume en tant que présidente de l'Union qu'on ne va peut-être pas le réaliser à chaque fois. Et ce n'est pas grave. Mais il faut qu'on assume le fait qu'on a besoin de ces logements. Parce que si vous dites j'en fais 100 000 pour en fait dire un an plus tard j'ai réussi à les faire, ça veut dire qu'on laisse entendre en fait qu'on n'a pas si besoin de ça des logements sociaux. Il y a d'ailleurs un rapport qui a été produit dans le cadre de la commission Rebsamen, notamment des analyses du SDES, qui moi m'ont laissé un peu... j'étais un peu étonnée parce que ça laissait entendre qu'il n'y avait pas besoin de tant de logements sociaux que ça. On a les 2 200 000 demandeurs, sans compter ceux qui ne demandent pas de logement social. Et alors si après on parle du logement accompagné, on n'y est pas du tout, sincèrement. Donc, après, c'est à l'État de décider qu'est-ce qu'il nous donne comme objectif et quels moyens derrière. Mais nous, acteurs, on doit... moi, en tout cas, c'est ce que je défends à l'Union sociale pour l'habitat et parfois contre mes adhérents, mais tant pis pour eux. On doit assumer qu'on... Non, mais... je vous dis ça parce que ça serait facile, en fait, de se donner des objectifs et après, on se fait plaisir, on se dit on a réussi notre job. On réussira notre job quand on aura plus de 2 200 000 demandeurs de logements sociaux qui attendront longtemps. Si on en avait 2 200 000 mais qu'on arrivait à répondre à leurs demandes dans l'année, ça irait. Le problème, c'est qu'il y en a qui ont 10 ans de demande. Donc, et en plus, ça augmente. On en a déjà parlé ensemble, mais on voit bien, y compris sur les publics sans revenus ou avec quelques revenus du travail, mais qui vont rester dans les plafonds du PLAI, la proportion augmente fortement. Donc, il faut continuer. Après, je ne veux pas non plus prendre les élus que dans un combat, ils ne veulent pas et nous, on veut. Certainement qu'on doit faire plus de pédagogie. Certainement qu'on faut leur expliquer mieux leur travail. Et je le dis ici sincèrement, on a des programmes d'habitat social où il y a 0 logement accompagné dedans. Et je pense qu'une de nos difficultés, c'est que beaucoup d'élus ont des images du logement social qui est très lié à ces quartiers de logements sociaux familiaux dans lesquels il n'y avait pas d'accompagnement parce qu'il n'y avait que du logement familial et sur lesquels il n'y a pas du tout, très peu d'accompagnement et donc de présence. Donc un HLM accompagné, ça passerait mieux. En tout cas, je pense que dans beaucoup d'endroits, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de l'offre très sociale, donc avec des loyers très encadrés, mais dans du logement accompagné, parce que je ne dis pas qu'il faut que ça, mais il faut aussi... Moi, j'explique ça à des élus, quand ils me parlent des pourcentages de logements sociaux, je leur dis, le sujet, il n'est pas là. On a des publics aujourd'hui dans nos logements sociaux qui ont besoin d'accompagnement, et objectivement, pour des tas de raisons sur lesquelles on pourrait revenir, on ne le fait pas assez. Donc, moi, je crois beaucoup au fait qu'on arrive à développer du logement accompagné plus fin. Et ce n'est pas que la pension de famille. On a aussi des sujets sur les publics vieillissants, on a des sujets sur le suivi des femmes, on a le sujet de l'asile, etc., etc. On parle de la loi SRU ou pas, non ? Non, on n'en parle pas. Bien sûr, on parle de ce que vous voulez. Tout va bien aussi ? Loi SRU, écoutez... On est où sur les chiffres là ? J'ai pas les chiffres, mais c'est surtout que là, il y a une discussion législative qui commence demain, si je ne dis pas de bêtises, à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la loi 3DS, où le gouvernement a souhaité donc prolonger les dispositions de la loi SRU. Ça, c'est une très bonne chose. Moi, j'attends de voir surtout le texte de loi qui sera publié, parce que j'ai un peu de crainte au passage de la commission mixte paritaire entre les députés et les sénateurs, vu que les sénateurs avaient complètement détricoté la loi SRU dans le texte de première lecture. Donc il y a ça, et puis après, le véritable sujet, mais on est nombreux
à le porter, c'est que l'application de la loi SRU dans les territoires, elle est inégale. Il n'y a pas toujours la pression des préfets pour la faire appliquer. Et bon, moi, je ne sais pas quoi faire quand on nous oppose des refus de permis de construire sur du PLAI, y compris sur une pension de famille. Et qu'on a respecté, bien sûr, le PLU et tout ça. Céline disait que l'effet de l'intergénérationnel, ça marche mieux. Et voilà, c'est mon contre-argument. Ça marche mieux, mais ça ne marche pas à tous les coups. Non, oui, ça marche mieux. Et à un moment, le problème, c'est que ce n'est pas non plus à nous de tout le temps trouver la solution pour que simplement la loi soit appliquée. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, la loi SRU, elle a bénéficié de renforcements législatifs quand même ces 10 dernières années assez importants. Aujourd'hui, il y a tous les moyens pour l'appliquer, y compris le préfet peut exercer le droit de préemption urbain, le droit du permis de construire, etc. etc. Le fait-il? Une autre question. Et par ailleurs, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a donc des patrimoines de logements sociaux répartis dans toute la France qui sont le fruit du passé, dont certains, il y a beaucoup de PLAI. Mais par contre, les nouveaux entrants donc, qui n'ont pas du tout leur taux, mais qui doivent y aller pour arriver à 25%, eux, ils nous opposent « Ah, je fais que 30% de PLAI, 30% de PLL, moi, je veux de la mixité, de l'équilibre et tout ça ». Dans des territoires où parfois, il n'y en a que 5%. C'est bien sympa, mais c'est-à-dire que si en plus, on est toujours là-dedans, bon, en fait, on n'y arrivera jamais. Et à côté de ça, et en plus avec des arguments parfois très difficiles, qui est que... on a beaucoup fixé les objectifs de logements sociaux sur l'état de la demande de logements HLM, et notamment sur le PLAI. Ben oui, il y a des secteurs, il n'y a pas de demande PLAI, parce qu'en fait, il n'y a pas de logements sociaux. À un moment, les ménages, ils ne sont pas non plus complètement idiots. Hein. Ils vont faire une demande là où il y a du logement. Donc, vous voyez, on est aussi là-dessus. Donc, à un moment, il faut, je pense très sincèrement, que toutes les communes, nous, c'est ce qu'on a porté à l'USH dans le cadre des discussions sur l'évolution de la loi SRU, il faut un renforcement de son application, mais là, ce n'est pas la loi. Il faut que l'État décide, que le ministre de l'Intérieur donne ordre au préfet d'appliquer totalement la loi SRU. Ce n'est même pas un sujet logement, c'est un sujet des choix politiques portés par les préfets chaque année. J'ai l'impression d'entendre ça depuis 20 ans, en fait. Non, parce qu'on a beaucoup progressé quand même. Il y a vraiment eu, il y a eu des études par ailleurs qui ont été faites sur la loi SRU. Il y a la première période jusqu'à 2009-2010 où on voit les 10 premières années sont très dures. Y compris des préfets ont été mutés d'office parce qu'ils avaient défendu la loi SRU face à des maires récalcitrants. Après, il y a des transformations dans la loi en 2013, en 2014, augmentation, et puis après dans la loi de l'EC de 2016-2017. Il y a quand même eu beaucoup de progrès. Il y a plein de communes qui respectent leurs objectifs. La réalité, ce qu'on a vu là sur 20 ans, c'est qu'on a beaucoup de communes qui sont autour de 25%, ou qui sont pas loin, et puis on a un certain nombre de communes, dont des communes de plus de 50 000 habitants, et c'est là où ça pose problème, parce que moi je veux bien me focaliser sur des communes de 5 000 habitants, mais mon sujet c'est des communes qui ont plus de 50 000 habitants, qui n'ont pas progressé d'un pouce en 20 ans. Et donc malgré tout, ce que ça donne comme message, c'est qu'en fait ces communes, par 20 ans d'obstruction, finalement elles ont entre guillemets gagné leur combat, puisqu'elles auront réussi à ne pas faire de logements sociaux. L'autre difficulté d'aujourd'hui, c'est que la loi SRU, ce n'est pas un plafond, c'est un plancher. Et c'est pour moi le débat énorme, d'où mon opposition à la circulaire qui est sortie cette année sur le fait qu'on n'avait plus le droit de faire du logement social dans les communes qui avaient plus de 40% de logements sociaux, sauf exception, et il faudrait en discuter avec les préfets et tout ça. Ça veut quand même dire qu'on met sur le même plan des communes de 5 500 habitants dans le bassin minier où en effet il n'y a que du logement social et des communes par exemple de la zone dense francilienne où il y a 3 ou 5 stations de métro et qu'on dit plus un logement social alors que y compris dans ces communes on peut encore en faire, voire avoir du logement social accompagné, adapté. Et j'espère que ça ne sera pas in fine dans la loi 3DS, mais il y avait y compris au Sénat des amendements pour mettre ça dans la loi et donc nous interdire totalement de faire du logement social. Alors moi, j'avais obtenu dans la circulaire, après un peu de bataille, qu'on sorte le logement accompagné des 40%. Mais ça joue quand même. Parce que si on ne peut pas faire une opération mixte, à un moment, on n'y va pas, en fait. Donc, c'est pas un problème d'argent, en fait. Il y a de l'argent. Non, il n'y a pas de... oui, c'est pas un problème d'argent aujourd'hui. On peut toujours en trouver plus. En tout cas, il y a l'argent pour construire. Aujourd'hui, notre sujet, c'est je ne crois pas qu'on ne fait pas un programme parce qu'on manque d'argent. On manque de soutien, on manque de...
au manque d'un soutien pérenne et fort, voilà, et dans la durée. Et je sais, parce que j'ai vu moi la ministre ce matin, très clairement, elle a des messages très clairs sur nos sujets, mais ça efface pas tout, quoi. La feuille de route sur la résidence sociale, vous en attendez quoi les uns les autres? Déjà qu'on la tienne, Céline? Ben non, mais je pense que c'est ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que le produit logement famille, c'est quelque chose, c'est un dispositif génial, mais il y a un peu que ça, c'est-à-dire que on a un problème là de qualité de la réponse ou de degré de réponse. Et c'est pareil, je pense, dans les logements sociaux, c'est-à-dire, je pense qu'on attribuerait plus volontiers à des ménages en grande difficulté économique chez les bailleurs sociaux s'il y avait de l'accompagnement beaucoup plus fluide. Et ben les résidences sociales, moi, ce que j'en attends, c'est peut-être qu'on ait une réflexion sur pour qui, je rejoins l'idée des 2 € par jour sur la gestion locative, parce qu'à un moment donné, il y a une réalité économique, on a besoin d'accompagner ces familles, et qu'on est un peu court, là, pour le coup, en termes de moyens pour y aller. Donc, moi, ce que j'en attends de cette feuille de route, c'est qu'on rediscute des besoins en accompagnement et du financement de ce besoin en accompagnement. Voilà. Quand vous le recevez, Stéphanie. Oui, non, je vais effectivement compléter. Ce qu'on en attend, c'est clairement un éclaircissement de tout ce qui relève du financement et puis de la composition de la redevance. On parlait aussi du problème de la hausse des coûts de l'énergie. Il va falloir peut-être revenir à un indice composite. C'est un sujet qui est revenu souvent, mais voilà, ça fait partie de ces choses qu'on attend. Michel? Oui, moi, je passais un petit peu ailleurs, je vais passer dans les Outre-mer, parce que justement, c'est un truc intéressant. Ah oui, c'est un angle mort, ça, pour vous. Je trouve que la production, en général, n'est pas vraiment adaptée aux revenus des ménages, à la réalité des revenus. Et ensuite, il y a les questions d'accompagnement. Et ça, je rejoins complètement. La question d'accompagnement est complètement sous-évaluée. Et là, actuellement, ils viennent de mettre en place, à Mayotte et en Guyane, où il y a une croissance démographique assez importante, un produit qui s'appelle le LLLTSA, alors qui est plafonné, hein, c'est pas très élevé, et qui est financé à 100%, mais avec de l'accompagnement systématique. Alors c'est pour les gens qui sortent des bidonvilles, hein. On est dans une problématique un peu lourde, mais je trouve que la réflexion du produit avec les revenus des populations, la question de l'accompagnement sont des questions fondamentales, et ça repose quand même dès le départ sur une planification, sur des PLH qui sont bien foutus, sur de la programmation. Et après, je suis d'accord sur la SRU. Quand on a des collectivités locales qui effectivement font rien pendant 20 ans, c'est ça que tu as dit, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'effectivement, il faudrait les contraindre et que le préfet prenne le pas. Alors, sur l'outre-mer, je partage. Oui, je voulais parler de ça. Non, mais on a... Pardon, juste Emmanuel. Et c'est combien de personnes dans les bidonvilles en Outre-mer? Alors, juste une chose, on est en train de travailler justement avec le Conseil national de l'habitat sur une commission Outre-mer, avec les gens de l'USH et toutes les personnes qui sont intéressées. Et on a une situation qui est quand même incroyable, hein. Si aujourd'hui il y a un peu la pagaille en Outre-mer, c'est pas pour rien quand même, hein. Ça vient pas comme ça. Et par exemple, on a à peu près 100 000 habitats d'IMU, c'est-à-dire c'est de la tôle ou des planches, dans les DROM, hein. Je pense juste des DROM. 100 000. 100 000. Et après, dans les bidonvilles, on en a à peu près, Solia calcule à peu près entre l'ensemble des territoires d'outre-mer, 250 000 à 300 000 personnes qui vivent dans des bidonvilles. En métropole, pour donner un exemple, on en a à peu près 19 000. Et il y a eu une circulaire en 2018 qui a permis, enfin plus ou moins bien d'ailleurs, d'essayer d'éradiquer, de trouver des solutions pour les gens en bidonville. Mais cette circulaire, il faut le savoir qu'elle s'arrête au territoire de la métropole, qu'elle n'est pas applicable dans les Outre-mer. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus. Par exemple, j'ai appris ce matin, d'ailleurs avec votre représentant au CNH, qu'en métropole, l'APL va jusqu'à 6 personnes à charge, alors que quand on est en Outre-mer... Non, pardon, excusez-moi, c'est 6 personnes à charge max en Outre-mer, alors qu'en métropole, il n'y a pas de limite. Je trouve ça un peu dingue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une différence, des fois qui est favorable, hein, il ne faut pas non plus exagérer, hein, faire attention, mais là, quand même, il y a des choses qui sont anormales, et il y a souvent des grands décalages pour l'application des lois, pour l'application de l'APL. Par exemple, Saint-Pierre-et-Miquelon, ce matin, les gens vont pouvoir bénéficier, de l'allocation logement, d'ailleurs, ce n'est pas l'APL, alors qu'ils ne l'avaient pas jusqu'à présent. Donc il y a toute une série de choses à régler, un peu de partout, pour que ce soit mieux. Pardon, je vous ai interrompu. Non, je disais que sur l'outre-mer, on a en effet un énorme problème de financement, puisqu'en fait, alors c'est plus les mêmes catégories, PLAI plus PLS, mais c'est LLTS, bon bref.
Sauf que le logement social qui est produit ne correspond pas aux revenus des ménages, puisqu'il est à 75% beaucoup plus cher en loyer de sortie que les ressources des demandeurs. Ça, c'est le premier sujet, et c'est le cas pour tous les DROM. Même si, et c'est une des difficultés que nous, on porte d'ailleurs à l'USH, c'est qu'en plus, on a un calcul financier qui est identique quels que soient les départements. Et les situations ne sont pas tout à fait les mêmes, en plus, en termes de marché de l'habitat et de cherté. Et à un moment, il faut vraiment départementaliser les choses. Il y a ce que tu dis sur l'APL qui est en plus, alors l'AL, qui est moins redistributive dans les DOM qu'en France. Et déjà en France, on a un vrai débat pour savoir si vraiment elle est suffisamment redistributive et qu'est-ce qu'on va faire du décret-charge, parce que je pense qu'on a vraiment d'énormes sujets sur cette question. Et puis ensuite, je vous donne juste un exemple. En Guyane, il y a un guichet unique de la demande. Enfin, il y en a deux. Il y en a un à Cayenne et un à Kourou. Il n'y en a pas à Saint-Laurent-du-Maroni, pour des tas de raisons. Mais il faut que ça vienne. Mais alors, il y a aujourd'hui 20 000 demandeurs, je crois, ou 10 000. J'ai un peu oublié. Mais on m'a dit, si tu en mets un à Saint-Laurent-du-Maroni, tu doubles la demande. Ben, je lui dis, OK, mais enfin, c'est pas ça mon sujet. Il faut qu'à un moment, les gens puissent exercer leurs droits. On est dans un département français. Donc, il faut aussi qu'on amène le service public, notamment jusqu'aux habitants de l'habitat insalubre et des bidonvilles, parce que sinon, en fait, on n'en sortira jamais. Après, on a des défis immenses sur lesquels on fait, mais... on n'a pas du tout en fait assez d'opérateurs, on a un gros problème, y compris de matières premières, pour résoudre tout ça. Et après, je voulais quand même revenir sur le sujet de l'accompagnement. Alors, je sais que l'UNAFO, et je partage ce point de vue sur le fait qu'on reçoive vraiment la GLS et qu'elle soit par ailleurs augmentée, mais qu'on la reçoive vraiment, parce que c'est quand même... malgré un certain nombre d'engagements, c'est quand même un sujet très important. Mais par ailleurs, c'est vrai que... je pense qu'il y a des freins dans les attributions parfois de logements sociaux parce que certains objectent l'absence d'un accompagnement de tel ou tel ménage. Dans certains territoires, ce n'est pas le cas partout. Et je pense qu'en effet, on a des partenariats à écrire plus facilement dans les territoires là-dessus. Après, moi, je veux dire, mon sujet qui m'inquiète beaucoup dans la période... Pardon, juste ce que vous dites, c'est que des associations puissent vous accompagner des bailleurs sociaux. En tout cas, il y a des endroits où les bailleurs ont des... quand ce n'est pas du logement accompagné avec des gestionnaires et qu'on va faire de l'attribution en logement familial, on a des bailleurs et des associations qui ont des partenariats fixés et financés, alors avec des modes de financement par ailleurs différents. Parfois, il y a le bailleur qui en paye une partie, parfois, il y a des subventions, parfois pas. Enfin, bon, ça dépend aussi. Où en fait, l'association va faire un accompagnement dans le logement assez longtemps. C'est pas le cas. On n'en a pas besoin pour tous les ménages. Il ne faut pas non plus penser que tous nos publics ont besoin d'accompagnement, mais certains, oui. Et après, je dois quand même le dire, quand on voit le nombre de dossiers, sur le peu d'attributions qu'on a fait, alors là, depuis 2 ans, c'est quand même une réduction très forte du nombre d'attributions, parce que les gens bougent encore moins qu'avant. Et je vous le dis tous, je ne partage pas le point de vue qui est celui de la Cour des comptes, qui pense qu'en virant une partie des locataires HLM actuels, ça permettra de loger plus de monde, parce que c'est ça qui nous est proposé quand même. C'est de sortir des locataires qu'on considérait comme trop riches. Je ne vous parle pas des locataires qui payent le surloyer ou tout ça, mais je pense de locataires qui en fait ne sont pas riches du tout. Notre sujet, c'est qu'on manque de logements. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus penser que c'est parce qu'on va accélérer la rotation par des mesures d'éviction d'un public qu'on va améliorer l'entrée de publics plus pauvres. Une des difficultés, c'est qu'on a quand même une grosse partie de la demande HLM, c'est pour des niveaux PLAI, et objectivement, on n'a pas assez d'offres partout. Ce n'est pas qu'un sujet de zone tendue. On voit quand même qu'il y a beaucoup de régions, on a y compris du mal à soutenir des ménages dans des zones où on a quand même pas mal de logements disponibles. Outre la construction, il y a un enjeu sur la rénovation énergétique, on va en parler dans un instant. Quel est votre enjeu pour vous, Stéphanie, Céline, aujourd'hui Alors nous, au niveau d'Adoma, on se cale aux directives, avec la réduction de moins 38% des consommations à horizon... et la décarbonation sur les matériaux. La décarbonation, on suit de toute façon la réglementation. De fait, ce qu'on constate, c'est que la transformation de notre parc... le fait de transformer des anciens foyers en résidences sociales neuves, évidemment, ça, c'est forcément favorable à la réduction des consommations. On travaille aussi, évidemment, à la décarbonation au-delà de l'énergie, mais de la construction, c'est-à-dire, évidemment, de la construction bois, de la construction bas carbone, etc. De toute façon, vous êtes obligé à partir du 1er janvier, non ? De toute façon, on va être obligé, mais c'est déjà quelque chose qu'on a enclenché, parce que pour le coup, c'est aussi une demande, ça répond aussi à une demande de certaines collectivités de construire en bois, de construire plus développement durable. Donc ça, c'est vrai que nous,
on a besoin de ça. Et c'est, comme je le disais tout à l'heure, on a besoin de montrer des choses. C'est vrai que de montrer qu'on est capable de construire 300 logements en bois, ça peut ouvrir des portes aussi et débloquer des projets. Céline ? Oui, nous, pareil, on va être sur la réglementation et on va essayer de faire un peu plus aussi. Je pense que nous, on a beaucoup de logements à l'unité à droite et à gauche, donc des copropriétés. Donc là, ça pose la question un peu différemment et j'avoue que je n'ai pas trouvé la solution à ce stade. Mais bon, et puis alors, ça c'est le niveau 2 de la difficulté. On va aller sur le niveau 3 de la difficulté, parce que nous, la moitié de nos logements appartiennent à des propriétaires solidaires. Bon, et là, il s'agit de convaincre... et on partage ça, je pense, avec Michel, de convaincre les propriétaires bailleurs qui nous mettent à disposition leur logement et que l'on loue à des ménages au niveau de loyer PLAI ou NATS, parce que ça passe souvent par l'ANA, de faire des travaux. Donc c'est un enjeu. On a parlé des vacants tout à l'heure. Je pense que là, ça rejoint cette problématique. C'est ce qui est devant nous, c'est de ne pas perdre les 5000 logements demain. Michel, vous avez lancé à Solia l'année dernière un programme expérimental 100% rénové, 100% financé, 100% accompagné. En quoi ça consiste et quels enjeux vous avez tirés de cette expérimentation ? Je veux juste peut-être un peu poser la question. Aujourd'hui, on a 30 millions de logements résidences principales en France. Il y en a 3 millions qui sont AB, donc j'en ai 27 millions à améliorer, à rénover pour aller à un parc décarboné en 2050. Dans les 27 millions, il y a 5 millions de logements publics, logements sociaux publics, et 22 millions en parc privé. En parc privé, je ne sais pas si vous avez vu, on a la loi climat et résilience qui prévoit une éradication des passoires F, G, E entre 2025 et 2034. Donc il y a un travail à faire absolument gigantesque de rénovation du parc. Donc il y a toute une transformation de l'écosystème de mise en place avec les C2E, avec l'ANA. Il y a tout ça sur lequel on travaille beaucoup et qui va changer, qui commence à changer en 2022 et qui devrait prendre sa vitesse de croisière en 2023. Alors pour revenir au BBC, la question que vous m'avez posée, l'idée, si vous voulez, avec cette opération, c'est d'essayer de démocratiser le BBC. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce que quand on dit que tout doit être décarboné, ça veut dire que quelqu'un qui a 1 000 euros par mois, 1 500, 2 000 euros, il va devoir décarboner aussi, lui, hein, le propriétaire occupant. Ça lui fait un chantier de 60 000, 35 000 à 60 000 euros. Donc c'est quand même un peu lourd. Donc l'idée, c'était de regarder d'un point de vue technique comment on pouvait aller à du BBC en baissant les coûts peut-être, parce que comme j'ai un budget modeste, il faut que j'y arrive de façon économique. Et ensuite, d'un point de vue psychologique et sociologique, je vais embarquer des gens qui ont 2 000 euros dans un chantier de 60 000. C'est quand même un tout petit peu compliqué, ils risquent de mal dormir. Donc il faut arriver à trouver, si vous voulez, les solutions de sécurisation du début à la fin du process de production et de sortie du projet. Donc c'est ça l'histoire de BBC Solidaire. C'est 100% rénové, 100% accompagné, parce que l'accompagnement, c'est les locataires, mais aussi les propriétaires occupants, les petits propriétaires occupants. Et c'est 100% financé, parce que le RAC, la question du RAC, du reste à charge, non, on parle du RAC, du reste à charge, il doit être diminué autant que possible. Parce que tout simplement, ça va coûter trop cher. Donc c'est cette question-là qu'on essaye de résoudre, et actuellement donc on a une dizaine de projets qui sont en cours, et on va avoir, là on fait appel au mécénat actuellement, donc il y a des gens à Saint-Gobain, des gens qui nous donnent des sous pour financer les restes à charge, et au milieu de l'année 2022, on pourra cumuler les aides à la pierre ANA, donc tout le monde ne connaît peut-être pas tout ça, mais bon, ANA, et les C2E, les certificats d'économie d'énergie, auxquels vous pouvez prétendre de toute façon vous aussi. En sachant que une des difficultés sans doute, c'est que les certificats d'économie d'énergie, vous avez des périodes successives. Ça veut dire que ça change, les règlements changent. Et vous avez dans ces périodes-là aussi des changements tous les 6 mois à peu près. Donc si j'embarque un ménage précaire dans 60 000 euros, il faut absolument que je sois sûr qu'il aura ces 20 000 euros de C2E au bout du compte, parce que sinon il va être dans des grandes difficultés. Donc ça, c'est tout l'exercice. Quel est l'état du parc logement social aujourd'hui, GFE là, Alors, sur 5 millions de logements, 4,7 millions de logements familiaux, 300 000 logements foyers, première chose, je vous le dis tout de suite, nous ne connaissons pas les statistiques sur le logement foyer, puisque ce n'est pas bien rempli dans l'outil statistique RPLS. Et j'en parlerai tout à l'heure, parce que je pense que ce mur-là, qui est un mur énorme, n'a pas du tout été vu. Nos 5 millions de logements sont peu ou prou tous occupés. Hein. Donc voilà.
On a à l'heure actuelle du DPE ancienne formule 75 000 G. Donc en 2025, on ne peut plus les louer, on ne peut plus les quittancer. Si vous avez un locataire dans un logement G au 1er janvier 2025, il peut ne plus payer son loyer. On en a à peu près 235 ou 280 000, j'ai un peu oublié. 280. 280. Vous aviez les chiffres d'il y a 15 jours. F. Et on a 800 000. Peu ou prou, voilà, 850 000 E, en sachant que le nouveau DPE prend en compte les émissions carbone, donc notamment la question de l'énergie que vous utilisez, ce qu'elle émet comme carbone. Dans le logement social, nous sommes chauffés à 75% au gaz, qui est l'émission fossile la plus carbonée. Donc nous allons tous, je vous le dis, dès que vous ferez un nouveau DPE, si vous êtes chauffé au gaz, vous allez perdre à minima une classe énergétique. En sachant que donc les ABCD, vous pouvez les vendre, les EFG, ce n'est plus possible. Donc pensez bien qu'un logement qui était en E, et on se disait, je dois faire des travaux pour l'amener en C, quand il, d'un seul coup, sans rien faire, il retombe en F ou en G, l'équation est un peu différente. Donc on a un volume très important, en sachant que moi, ma position et la position de l'Union, c'est on veut éradiquer ces classes énergétiques et on veut tenir peu ou prou les deadlines de la loi. Le problème, c'est que ça a été fait sans étude d'impact, tout ça. Et en réalité, et sans avoir un discours alarmiste, c'est même plus facile de réhabiliter des logements F pour les amener en C que de réhabiliter du G pour l'amener en D ou en C. Il faut comprendre que plus on part de loin, plus c'est compliqué parce qu'on a des problèmes de bâti. Et Michel, tu parles autour de 60 000 euros. Voilà, on sait que ces rénovations... C'est combien ? C'est entre 40 et 80 000. Moi, là, j'ai vu sur des cités-jardins des réhabilitations où on gagne 2 classes énergétiques, on en est à 90 000 euros sur une maison qui vaut 140 000 euros pour les domaines. Vous pouvez tous me dire, mais pourquoi tu les rénoves en fait c'est quoi ? Mais, sauf qu'il y a d'autres enjeux, pas démolir, pas d'émissions carbone, ils sont occupés, on y touche un loyer. Si je vous parle de ça, c'est que nous, notre position actuellement, et je pense d'ailleurs qu'on va se voir avec l'UNAFO parce qu'il faut qu'on mutualise un peu nos expertises et nos savoir-faire, c'est que cette obligation, il faut qu'on arrive à la tenir. Après, il y a des tas d'enjeux des étapes qu'on doit résoudre. Premièrement, connaissance du parc. Typiquement, les logements foyers. Alors, Stéphanie et moi-même, vu nos ESH, en fait, on connaît l'état de parc. Moi, je connais l'état de mon parc Coalia Habitat. Et malgré la ténacité de mes équipes, il y a du logement G qui ne sera pas réhabilité en 2025, tout simplement parce que dans le PFTM, il est de toute façon pas programmé pour 2025, mais plutôt pour 2028 ou 2030. Et personne ne va me dire, t'inquiète, tu vas accélérer de 3 ans. Personne. On n'a même pas les arbitrages aujourd'hui. Ils sont occupés, ces logements. Ils sont pleins. C'est-à-dire qu'en plus, je ne vais pas mettre dehors 300 personnes. Donc, et aujourd'hui, on a une énorme difficulté sur les logements foyers. Alors, quand les bailleurs sociaux sont propriétaires, j'espère pour eux qu'ils ont quand même fait les DPE. Vous avez beaucoup de logements foyers propriétaires de CCAS, propriétés de propriétaires privés qui les ont donnés en gestion à des associations. C'est vraiment une question fondamentale qu'on connaisse mieux l'état du parc. Et ça, il faut qu'on trouve un moyen. Quand les logiciels pour calculer le nouveau DPE seront homologués, ce qui ne sera pas le cas avant le 31 mars 2022, hélas, pour qu'on se lance là-dedans. Et à côté de ça, très clairement, on a besoin d'argent, et notamment peut-être de subventions et pas simplement de prêts, parce que nos locataires dans ces logements-là ne pourront pas payer, ils pourront très faiblement participer à l'augmentation des travaux. Et par ailleurs, je dis quand même, l'outil de travaux, le secteur productif, il n'est pas du tout prêt. Déjà aujourd'hui, il a du mal à répondre à l'ensemble de nos travaux. C'est néanmoins un enjeu essentiel parce qu'on doit, je dirais, peut-être pas doubler le rythme de rénovation, mais au moins l'augmenter de 30% par an pour tenir le timing de la loi. Et après, se posent quand même des questions. Moi, c'est vrai que peut-être que je suis pessimiste, mais je veux anticiper. 2025, c'est demain. Donc moi, j'aimerais savoir quelle est ma relation à mon locataire dans un logement G au 1er janvier 2025, y compris l'APL, elle devient quoi ? Son statut, il est quoi ? Est-ce qu'il est quand même considéré comme bénéficiaire d'APL ? Enfin, vous voyez, il y a des questions très longues qui se posent, notamment parce qu'on a décidé que maintenant, l'étiquette énergétique, elle était liée à la question de la décence.
ce qui est une nouveauté forte et qui s'applique à tout le monde. Et je vous le dis ici, comme nous sommes un secteur aidé, un secteur public aidé, ne pensez pas qu'on va bénéficier de gentillesse et de dérogation parce que nous allons être utilisés pour l'exemple. Malheureusement, je pense que le secteur privé, qui est encore plus en difficulté que nous pour faire ses réhabilitations, sera certainement bénéficiaire de délai. Nous, j'en sais rien. Après se pose la question des copros. On a plein de patrimoine où en fait on n'est pas maître de la copropriété, donc de la décision de travaux. Et moi, ce que je crains, c'est qu'en fait on ait des décisions où on va retirer du parc locatif, quel que soit son statut, à ce moment-là. Et ça, c'est ma grande inquiétude. Donc j'aimerais en fait qu'on essaie d'écrire des solutions qui nous permettent de prendre cette tendance, mais de ne pas perdre du logement, quoi. Oui, mais si je puis, ce que je peux dire quand même, si tu veux, c'est quand même un progrès. Je trouve que le locataire, il a quand même le loyer. En privé, c'est des fois assez élevé. Il a aussi les charges énergétiques, donc c'est quand même pas mal de les mettre en progrès. Après, il faut bien comprendre que ça fait partie du décret d'essence maintenant, donc c'est important parce que ça fait levier. Par exemple, quelqu'un qui a l'APL et qui va considérer que son logement est G et qui devrait passer en une classe supérieure, il va pouvoir le dire à la CAF retenir l'APL, consigner l'APL jusqu'au moment où le propriétaire bailleur fera les travaux. Ça, c'est pour les gens APL. Ce qui est un petit peu plus compliqué, je trouve, c'est pour ceux qui ne sont pas APL, parce qu'effectivement, le locataire doit se retourner contre le juge. Et ça, c'est un peu plus compliqué, c'est vrai, c'est la vérité. Mais on peut imaginer quand même qu'il y ait quelque chose de vertueux qui se mette en place progressivement, même s'il y a des propriétaires bailleurs privés qui pensent à vendre aujourd'hui, c'est vrai. Et il faut rappeler l'ampleur, hein, en privé, c'est 3 58 000 logements. Ça me fait 8 millions de personnes, hein, quand même. Donc c'est 8 millions de locataires aujourd'hui, enfin de personnes qui vivent dans des logements GFE. Donc c'est quand même assez énorme, donc il y a un effort à faire. Alors là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, il faut des mesures incitatives pour aider les gens à le faire. Aider les propriétaires bailleurs privés, c'est toujours très compliqué pour beaucoup. Il n'empêche, je pense qu'il faut leur donner un coup de pouce pour pouvoir y aller. Enfin, Michel, moi je suis d'accord avec toi, mais par exemple, je prends juste les logements en intermédiation locative. Est-ce que quelqu'un sait aujourd'hui combien il y en a en G ? Là, maintenant, c'est-à-dire combien de logements nos associations vont perdre au 1er janvier 2025 ? Mais tu ne vas pas les perdre parce que si tu veux... Non, parce que le décret, le décret d'essence aujourd'hui, il existe également pour la question d'humidité, de moisissure, etc. Il y a aujourd'hui, je crois, 600 000 logements indignes à minima qui sont loués, où il y a des gens. Alors, c'est pas bien, mais ça veut dire que les leviers ne sont pas utilisés systématiquement. Tu sais très bien que l'État va pas nous suivre sur l'IML, sur du logement G en 2025. Ou alors ça veut dire que... nous, on n'en a pas. Hein. C'est-à-dire que nous, par exemple, notre parc de logement, il n'est jamais G ni F, hein, jamais. Hein. C'est-à-dire que c'est pas possible. Dans l'ancien DPE. Ah oui, non mais ça je suis... Ah oui, non mais d'accord, mais bon, ça on fait quand même très gaffe à ça. Hein, non. Stéphanie, un complément ? Oui, non, mais je voulais juste compléter effectivement sur la question de la rénovation des bâtiments, qui est d'autant plus importante en logement accompagné, puisqu'on s'est évidemment pris de plein fouet l'augmentation des coûts de l'énergie qu'on ne peut pas répercuter sur les redevances. C'est indispensable. Effectivement, il se pose toujours une contrainte technique. Sur des foyers des années 60-70, ça marche assez bien. On va venir faire un petit manteau autour du bâtiment et ça marche plutôt bien. En revanche, effectivement, c'est pas financé. C'est-à-dire que autant traiter tout un foyer, venir le démolir, le reconstruire, c'est financé. Juste une enveloppe thermique, un traitement thermique n'est pas nécessairement, ça dépend, certaines agglos le font, mais globalement c'est pas financé. Il se pose aussi la question du parc plus ancien qui là pour le coup a une vraie qualité architecturale sur laquelle on va pas venir rapporter une isolation par l'extérieur et je pense qu'effectivement on va se retrouver confronté en plus avec ce problème du chauffage gaz qui aujourd'hui est quand même très généralisé, en tout cas sur le parc, je pense effectivement en logement social et en logement accompagné, sur des bâtiments qui peut-être ne seront même pas, qu'on ne pourra même pas mettre au niveau thermique attendu en fait, puisqu'on ne pourra pas venir mettre de l'isolation par l'extérieur, on sera contraint sur les menuiseries qui ne pourront pas être modifiées, on aura un certain nombre de contraintes qui feront qu'on ne sera même pas capable, je pense, de les mettre aux normes en fait. Vos questions maintenant. Vous pouvez lever la main, il y a des micros. Pierre-Marc, Virginie, vous êtes en place. Super.
la deuxième, maintenant. Pas de questions? On a été si complet que ça, c'est vrai? On fait le tour? On n'est pas intéressant. On n'a pas parlé si on a parlé ce matin dans une table ronde des jeunes, c'est combien les jeunes dans le parc social aujourd'hui? Moins de 30 ans? 10%? Est-ce qu'il y a un sujet aujourd'hui? Ah oui, excusez-moi parce que j'ai plus les chiffres en tête, parce que le congrès HLM est passé. Oui, on a un gros sujet. En fait, on a une première difficulté, c'est qu'en fait, les moins de 30 ans, quel que soit leur statut, parce qu'il y a les jeunes qui vont passer dans le logement social étudiant ou FJT, ou là, mais les ménages de moins de 30 ans sont majoritairement pas présents, pas assez. Et en fait, la réforme des attributions, notamment la montée en gamme de la cotation, n'a pas aidé, puisqu'en fait, eux, ils ont très peu d'ancienneté de la demande. Donc, y compris, nous, ça fait plusieurs années, on l'avait rappelé dans le livre blanc sur les attributions de logements sociaux, qu'on souhaitait que en fait, les jeunes demandeurs dans le logement social aient un capital de départ pour qu'on puisse regarder leurs demandes, parce que sinon ils seront toujours plus loin que les autres. Et après, on a aussi des enjeux de parc qui n'est pas toujours adapté par rapport à la demande exprimée, puisque les jeunes demandent beaucoup des surfaces plutôt petites. D'ailleurs, ce ne sont pas les seuls. Les plus de 65 ans demandent aussi des surfaces petites. Et donc, on a quand même dans certains secteurs un enjeu à essayer de repositionner des T4, T5, T6 en plutôt T2, T3. Donc ça c'est, je pense, l'enjeu principal. Après, sur les logements spécifiques jeunes, logements étudiants FJT, ou jeunes actifs, enfin il y a différents statuts. Franchement, on a plutôt notre public, c'est des résidences où il y a un taux de vacances très faible, quel que soit d'ailleurs le type d'accompagnement ou pas, et plutôt une réussite. Après, je sais que, mon avis, on doit encore réussir à mieux travailler le passage, par exemple, d'un FJT à du logement social. J'ai plus en tête les taux d'attribution, mais on a aussi beaucoup de jeunes qui ne pensent pas se tourner vers le logement social à la fin de leur passage dans un FJT. Céline. Et nous aussi, on note qu'on a beaucoup besoin de petites typos, mais ce n'est pas là-dessus que je voulais aller. On a parlé des jeunes, je voudrais parler des moins jeunes, des plus âgés. Je pense qu'il faut faire gaffe, il y a une transition, peut en cacher une autre, et il y a une transition démographique qui est à l'œuvre et qui n'est pas assez, je pense, identifiée. Alors... Là, on se dit qu'on a un peu de travail à faire sur la rénovation énergétique. Ça veut dire que pendant ce temps-là, on ne va pas forcément beaucoup s'occuper de l'adaptation du parc au vieillissement et de l'adaptation de l'accompagnement au vieillissement, qui est un sujet énorme. Si on se dit qu'on n'a plus de place en EHPAD complémentaire, et c'est peut-être une bonne chose, c'est pas ça le débat, quelle offre alternative on a dans le logement? Moi, c'est ça, j'ai une vraie question là-dessus. Il n'y a rien à ce stade. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu les associations qui se dépatouillent de cette situation. L'équation, elle est de mettre dans un logement la personne avec un accompagnement social, avec de l'aide à domicile et avec du soin. Ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors, un petit peu avec l'habitat inclusif, et nous, on y va beaucoup là-dessus, mais on bataille en ce moment avec les services déconcentrés de l'État, parce que pour eux, dans leur tête, un habitat inclusif, c'est 8 à 10 logements. Vous allez équilibrer 8 à 10 logements en centre-ville, c'est juste pas possible. Bon, alors que la DHUP, elle dit très bien que des foyers à 30 logements, ça va bien, mais il y a une sorte de conceptualisation de l'habitat inclusif qui n'accepte pas quelque chose qui est économiquement viable. Voilà, donc il y a un sujet là-dessus sur comment est-ce qu'on va produire du logement pour personnes âgées et de l'accompagnement dans ce logement dans des conditions économiques viables. Oui, il se pose aussi la question sur le logement inclusif. Pour moi, un des freins prioritaires, c'est le fait que le logement inclusif ne peut pas être réalisé en résidence sociale, ce qui est une aberration à mon sens. C'est sûr qu'aujourd'hui, le logement inclusif a tout son sens. Alors effectivement pour le public âgé, mais aussi pour le public handicapé, en résidence sociale, en pension de famille. Et aujourd'hui, c'est impossible. Juste pour préciser sur les... C'est une question de la salle. Oui, d'accord. Sur les... On a parlé des jeunes, mais dans le logement social, il y a plus de 25% de nos locataires qui ont déjà plus de 65 ans. Je ne vous parle même pas de la pension qui a plus de 75 ans. Ces locataires, ils ne vont jamais nous quitter. Ils ne vont pas devenir propriétaires. Ils vont peut-être nous quitter un moment pour aller vers une structure, on va dire, médicalisée. Donc la question se pose évidemment d'avoir du logement
très spécifiques, notamment inclusifs, mais pas que. L'accompagnement au vieillissement, c'est aussi commencer par revoir les parties communes et tout ça. Et après, un phénomène qui n'est pas nouveau, mais que nous, on voit depuis plusieurs années dans la demande de logement social, c'est que maintenant, on a une proportion importante de personnes qui font leur première demande de logement social à 64-65 ans. C'est-à-dire qu'elles se tournent vers le logement social à l'entrée dans la retraite avec une diminution de revenus. Donc ça veut dire aussi accueillir ce public comme un premier demandeur, ce qui est quand même très nouveau et on le voit dans tous les territoires. Oui. Oui, et on l'imagine aussi chez Adoma. Alors, on ne l'a pas encore vraiment perçu dans nos stats, mais on se dit que nécessairement, effectivement, on va avoir demain des retraités pauvres et se pose la question de notre capacité aussi à les accompagner en résidence sociale, puisque de fait, la résidence sociale est du logement temporaire. Alors, effectivement, comme dit Emmanuel, on sait très bien que les gens qui rentrent à 65 ans au logement social, c'est pas pour en sortir. On n'est pas du tout dans une logique de tremplin, quoi. Juste dire que la question des logements adaptés se pose de façon très forte. Nous, quand on a accueilli 1 millier de réfugiés syriens qui venaient justement des zones de guerre, il y avait pas mal de gens qui étaient handicapés. Donc effectivement, on cherchait des logements PMR et ça a été la croix et la bannière très difficile. Il n'empêche qu'il y a le rapport Broussy là, qui vient de sortir. Enfin, c'est pas le premier d'ailleurs, je crois que c'est le deuxième. Mais il y a quand même une prise de conscience et il est bien question de massifier cette politique comme on massifie aujourd'hui la politique de rénovation énergétique, en sachant, il faudra embarquer d'ailleurs, quand on fait la rénovation énergétique, un chantier global, il faudra embarquer toutes les questions d'adaptation pour faire d'une pierre deux coups. Voilà. Mais ça, c'est vraiment dans les tuyaux. Ça va sortir tout simplement parce que mécaniquement, on aura un problème. Il se trouve qu'on est tous en train de vieillir et qu'à un moment donné, on ne pourra pas tous aller en EHPAD. C'est pas possible. Donc, il va falloir trouver des solutions. Une solution à domicile d'adaptation, c'est entre 8 000 et 10 000 euros. Une solution en EHPAD par mois, c'est 2 500, 3 000 euros. Donc, vous voyez, le calcul, si on fait un calcul de coût évité au niveau sociétal, c'est vite fait. Question. Bonjour. Oui, bonjour, Olivier Rigaud, Amli. Alors j'avais une question, maintenant j'en ai deux, ou plutôt une remarque et une question. Je pense que sur ce qui vient d'être dit à l'instant, ça peut être l'occasion de rappeler que dans le tissu des logements foyers, il y a aussi les résidences autonomie, entre autres, qui sont encore plus que d'autres équipements dans l'angle mort des politiques publiques, parce que rattachés en fait à aucun ministère. Je rappelle qu'il y en a au moins 2200 en France et qu'il y a des enjeux de transformation. Pas du même niveau que les FTM, mais quand même, il y en a certains qui sont bien dans leur jus depuis le départ, avec des personnes âgées qui ne peuvent plus ouvrir les fenêtres et se laver, dans certains cas. Et je pense que c'est un des maillons du débat qui vient d'être évoqué, où on peut aussi, en dedans, faire de l'inclusif et développer des services à la personne. Mais voilà, je suis assez surpris. De temps en temps, on parle des résidences autonomie, notamment quand il faut relever le girage pour mettre plus de personnes dépendantes sans que ça coûte rien à l'État. Mais sinon, après, on l'oublie assez rapidement, même s'il y a eu le forfait autonomie lié à la loi ASV, il faut le reconnaître. Donc ça, c'est une première remarque par rapport à ce qui vient d'être dit. Après, ma question, c'était plus dans la lignée de ce qui a été évoqué avant sur la transition énergétique. Il y a plusieurs enjeux qui ont été relevés. Il y en a un, et j'aimerais bien savoir si, peut-être au niveau de l'Union d'ailleurs, s'il y a des informations sur le sujet, c'est la modélisation du financement. On arrive sur des nouveaux programmes européens, donc on va découvrir progressivement de quoi ils sont faits. Et puis moi, je me souviens d'une remarque que j'avais entendue, je crois, de la bouche de Marie-Noëlle Lindemann il y a quelque temps. Je veux dire, quand on arrive à mettre 50, 60, 80, 90 000 euros dans un logement, en fait, on le refait à neuf. Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas défendre l'idée que les financements de ces travaux soient des financements avec des maturités en termes de prêts, par exemple, qu'on peut retrouver sur la construction neuve, voire des niveaux de subvention qu'on peut retrouver sur certains territoires, en tous les cas, en termes de production nouvelle. Voilà. Je vais répondre à Olivier Rigaud, qui est par ailleurs mon directeur. Donc c'est un sujet que travaille l'Union depuis plusieurs mois et j'espère en fait qu'en juillet 2022 on pourra avec la Caisse des dépôts avoir des annonces sur le sujet. Deux enjeux. Réhabilitation de tout le parc social qui est en typologie sociale. On a des prêts de la Caisse des dépôts, mais où objectivement, aujourd'hui, si on gagnait, on avait des prêts un peu allongés, ça serait beaucoup plus facile pour tirer le plan de financement. Et aussi, on a des prêts qui, notamment, il y a des durées d'amortissement liées aux différentes composantes des matériaux utilisés qui nous semblent aujourd'hui être réinterrogées par rapport aux techniques qu'on utilise aujourd'hui en réhabilitation. Ça, c'est la première chose. La seconde, j'en avais un peu esquissé le contour au congrès HLM et il me semble, oui, en tout cas,
on essaie aujourd'hui de créer un nouvel outil qu'on appelle la seconde vie, c'est-à-dire donc du patrimoine où en gros on va quasiment tout désosser, faire donc une rénovation, réhabilitation extrêmement complète, on va rechanger les typologies, donc peut-être même ouvrir de nouveaux agréments. Là je parle de patrimoine qui est souvent amorti du point de vue financier, qu'on ne va pas démolir, notamment pour des enjeux de ne pas créer plus d'émissions carbone, parce que vous savez, la démolition c'est quand même le pire du pire en termes de production d'émissions, et là où on aimerait quasiment en fait qu'on puisse recharger le bâtiment. Alors à certaines conditions, ça existe aujourd'hui, c'est souvent fait par les opérateurs sur fonds propres avec des subventions exceptionnelles. Il me semble que ça va être un enjeu, et notamment dans le logement accompagné, parce que comme le dit Olivier, le parc des résidences autonomie. Par ailleurs, on a le sujet des EHPAD. Moi, je sens le moment où il y a des territoires, on va demander aux bailleurs sociaux qui sont présents sur le territoire ou Solia, qui ont la maîtrise d'ouvrage sur le territoire, de faire les EHPAD qui appartiennent un peu à tout le monde. Les propriétés des CCAS, ça va être un sujet. Enfin, je pense qu'il y a, au-delà des patrimoines que l'on gère sur les territoires, des enjeux comme ça. Et oui, il faut qu'on ait ça. De toute façon, il nous manque un outil entre la programmation neuve, on voit aussi les difficultés à la sortir, et les prêts de rénovation ou les rénovations qu'on a sur la rue. Après, moi, j'émets des vœux, puisqu'il y a la présidence française de l'Union européenne, où il y aura, on nous a annoncé un événement sur le logement, un événement sur le sans-abrisme. Moi, j'espère qu'on ait des accompagnements sur les 15 prochaines années pour rénover le patrimoine, peut-être pas tout, mais en tout cas le patrimoine qui a la plus grande vocation sociale. Parce que, sincèrement, prêt plus fonds propres, ça ne nous permet pas de tenir... vu qu'on ne va pas, nous, se payer sur le loyer de nos locataires, on ne va pas augmenter les loyers. Donc, il faut qu'on ait bien une source de financement qui nous permette de financer ça. Est-ce que c'est plus de fonds FEDER? Est-ce que c'est des fonds exceptionnels comme plan de relance? En tout cas, je pense que le sujet en soi d'un besoin de financement sur cette adaptation globale du parc, elle est essentielle. Il y a d'autres questions ou pas? Regardez, Pierre, Marc et Virginie, vous avez des questions? Non, pas du tout. Très bien. Bien, ça va être à Arnaud de conclure dans un instant. Juste un dernier mot, Emmanuel, puisque vous êtes en tournée depuis le 15 novembre dans toute la France. C'est le Emmanuel Cosson Tour jusqu'au mois de janvier. Vous allez faire des propositions, vous allez rencontrer tous les candidats, j'imagine, à l'élection présidentielle. Vous allez faire les propositions de votre côté. Vous allez venir avec l'UNAFO qui lui associe aussi ces 12 propositions qui sont là. Comment vous allez agréger tout le monde du logement social, logement accompagné? Alors, actuellement, je rencontre l'ensemble des associations régionales des bailleurs sociaux. Jusqu'hier de visu, et puis à partir de demain par écran interposé, où là actuellement on réfléchit en fait à ce que l'on demande aux candidats. C'est pas notamment ce qu'on fait, c'est plutôt les sujets sur lesquels on veut des avancées, des nouveautés et des réponses. C'est aussi l'idée d'interpeller les candidats sur nos sujets logement. Là, je pense que tous les acteurs du logement, on a quand même vécu des périodes très difficiles sur ce quinquennat avec beaucoup d'ignorance et de mépris sur nos sujets. Et il faut absolument qu'on arrive à faire parler de nos ambitions et qu'on ne résume pas la question du logement à la rénovation énergétique des logements et au très mal logement, parce qu'en fait, le mal logement est tellement vaste aussi et on ne parle pas de tout. Donc, on fait cette tournée. L'Union va adopter des propositions courant janvier, puis sur lesquelles on va interpeller les candidats et on présentera ça en début d'année. Et puis, il y aura d'autres moments avec d'autres acteurs du logement. L'idée est quand même, en tout cas moi, c'est ce que le comité exécutif de l'Union a décidé. Nous, on souhaite que les candidats engagés à la présidentielle nous répondent. Parce que, alors, si je parle juste de ce qui a été dit sur le logement social depuis 3 mois, il y a 2 candidats qui ont vraiment parlé des enjeux de pouvoir d'achat et de faire un bouclier logement et tout ça. Et puis, il y a un candidat qui a dit qu'il fallait expulser les étrangers du logement social et un autre qui a dit qu'il fallait faire la préférence nationale au logement social. Donc, vous comprenez bien que moi... C'est bien parti, le débat. C'est bien parti, voilà. Ouais. Mais ça veut dire aussi que c'est à nous de porter, et c'est aussi en lien avec le travail qu'on a fait sur analyser la demande de logement social. Moi, j'en ai assez de la stigmatisation des locataires HLM dans leur globalité, alors qu'on parle en fait des Français comme vous et moi, et on parle en fait des sujets qui est que beaucoup de gens travaillent et n'ont pas d'argent malgré ça. Donc, il y a un sujet de pauvreté, de faibles revenus. Il faut qu'on mette des mots là-dessus, et c'est un peu ce qu'on espère faire. Après, on verra bien, hein.
Mais en tout cas, évidemment qu'on va travailler par ailleurs avec l'UNAFO. D'ailleurs, dans nos propres revendications, on a déjà intégré des propositions de l'UNAFO, notamment sur la partie logement accompagné. Après, là, nous, dans une phase un peu interne, mais je pense que comme tout le monde, on essaie de réunir nos propres troupes avant de se coaliser un peu plus ensemble plus tard. Utile ensemble. Merci beaucoup. Merci à tous les 4. Merci beaucoup.